Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, des éducatrices en CPE convergent vers l'Assemblée nationale pour manifester pour de meilleures conditions. Elles méritent toute notre considération. Ce sont des femmes et des hommes exceptionnels engagés pour l'éducation des tout-petits. Elles ont tout notre soutien. Nous irons à leur rencontre. C'est un réseau qui fait la fierté des Québécois. Lorsque les parents y ont accès, ils apprécient les services. C'est un investissement en l'avenir. C'est également un héritage précieux qu'a laissé Pauline Marois, mais c'est un actif actuel exceptionnel pour le Québec, qui fait l'envie d'ailleurs de d'autres provinces et qui est utilisé dans le monde. Donc, on en est très fiers, mais pour le préserver, il faut bien s'occuper des artisanes, des professionnels de l'éducation à l'enfance. Donc, je veux réitérer notre soutien. Elles le savent qu'on les soutient, mais je veux le réitérer formellement, là où ça compte, à l'Assemblée nationale du Québec, lorsqu'une négociation. Par ailleurs, quelle semaine pathétique pour les transports et la mobilité durable dans la capitale nationale et en fait au Québec. On apprend ce matin qu'un autre projet très important pour la capitale nationale, pour l'avenir des transports et de la mobilité durable à Québec, vient d'être annulé. Il était en réalisation. On est en train d'excaver le garage Newton, qui est essentiel pour la poursuite des activités du réseau de transport de la capitale. C'est à la suite d'une décision gouvernementale sur l'électrification des autobus qu'on doit construire ce garage-là. La Ville est en cours. Il y a déjà des dizaines de millions de dépensés. Et cette semaine, ils apprennent sans avertissement que le projet est retiré du plan québécois d'infrastructure, donc il ne se réalisera pas. C'est la troisième nouvelle cette semaine qui concerne le PQI à Québec. Ce sont des mauvaises nouvelles. C'est un cafouillis. C'est un manque de planification et tout ça, ça nuit à la capitale nationale. On réitère nos messages. Qu'est-ce que ça veut dire sur la valeur aujourd'hui du plan québécois d'infrastructure qui autrefois était un exercice crédible? Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est surtout pour faire des communications. La semaine dernière, après le huis clos, on entendait dire que Québec, c'est extraordinaire le PQI, mais il n'y a rien qui sort de terre. Les projets ne se réalisent pas. Et notre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, est à Montréal. Il va faire une conférence de presse sur l'hôpital Maisonneuve-Rosemont aujourd'hui. C'est la même chose. Un projet inscrit au PQI, promesse du gouvernement qui ne se réalise pas. Là-dessus, on est prêt à prendre vos questions. Quelles sont les implications? Parce que, bon, il y avait un raisonnement hier de M. Dubé là, à la période de questions sur le fait que, bon, il allait falloir sacrifier des projets si on n'allait pas de l'avant, mettons, avec HMR. Si on allait de l'avant avec HMR, pardon. Il n'y aurait pas des implications sur la dette à peut-être garder tous ces projets-là en vie, finalement? Mais l'important, c'est la planification. Le PQI, c'est un instrument, c'est l'instrument central de la planification des infrastructures au Québec. Et aujourd'hui, c'est devenu un exercice de communication. Si le gouvernement promet aux Québécoises et aux Québécois qu'il va y avoir l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui fait une belle conférence de presse, qui se vante que ce projet-là va se réaliser, puis ensuite, ça ne se réalise pas, c'est un problème. D'abord, c'est un gaspillage de fonds publics. Ça coûte cher aux Québécois parce qu'il y a des engagements qui sont pris. On commence. C'est le cas pour les projets d'infrastructure ici dans la capitale nationale. C'est un enjeu de planification. Et ce n'est pas seulement les oppositions ou nous qui le disons. C'est un rapport publié l'année dernière par HEC, par des experts indépendants qui analysent la gestion de ce gouvernement, de son programme d'infrastructure et qui dit que c'est un désastre d'ingérence politique et de mauvaise gestion. On en voit les conséquences. C'est ça l'enjeu. Mme Guilbeault nous assurait que le troisième lien va aller de l'avant en 2028, là, malgré les retraits et abandons de différents projets. Qu'est-ce que vous en pensez? On apprend ce matin, c'est quoi la réalité? Qu'un autre projet qui, lui, est un projet sérieux, avec des excavations réalisées sur le terrain, et aujourd'hui, le gouvernement, cette semaine, le gouvernement annonce « non, ça ne se réalisera pas ». Ça, c'est un vrai projet. Et hier soir, la ministre Guilbeault fait un gazouillis. Et de quoi parle-t-elle en premier lieu comme projet pour la capitale nationale, le troisième lien? Donc, tout le monde sait que c'est une fabulation qui n'arrivera jamais. C'est un instrument électoral, c'est un joujou électoraliste dans les mains de la ministre Guilbeault et du gouvernement caquiste. Tout le monde le sait, ça fait 10 ans que ça dure. C'est ça qu'elle met quand elle veut vanter les réalisations de la CAQ pour la capitale nationale. C'est ça qu'elle met en haut de liste, alors qu'il y a des vrais projets voulus par tout le monde dans la capitale nationale qui sont essentiels, qui sont sortis du PQI. Est-ce que l'annulation du projet de troisième lien pourrait faciliter la réalisation du projet de HMR?
le troisième lien, c'est une fabulation. C'est un joujou électoraliste, c'est de la fumisterie. Alors, il n'y a pas de lien entre le troisième lien et les autres projets, sinon que le gouvernement engage encore des dizaines de millions de dollars pour une fabulation électoraliste. Puis on le sait, la première fois, c'est ça. Là, ça coûtait quoi? Plus de 60 millions de dollars, le bureau de projet sur le troisième lien, qui a conclu qu'il n'y avait pas de besoin, que ça coûterait trop cher, puis que techniquement, c'était infaisable. M. Julien dit qu'ils ont été très transparents parce que tout était inscrit dans le PQI, donc on pouvait savoir quel projet était retiré. Donc, ils ont fait preuve de transparence. L'opacité de ce gouvernement, dans l'ensemble de sa gestion gouvernementale, mais notamment dans la gestion des infrastructures, c'est sa marque de commerce, pas la transparence, l'opacité. La semaine dernière, nous étions réunis pour le huis clos. Ce qu'on a eu, c'est extraordinaire, le plan québécois d'infrastructure pour la capitale nationale. La réalité, c'est que ce gouvernement, depuis 2018, n'a livré aucun projet d'infrastructure majeure à Québec et que là, on voit des projets qui sont sortis. Est-ce que c'est ça qu'on nous a annoncé la semaine dernière? Est-ce qu'on nous a annoncé la semaine dernière? Bien, le garage Newton, ça ne se réalisera pas. Les voies réservées dans la couronne nord de Montréal, ça ne se réalisera pas. C'est pas ça qu'on a entendu. On a eu un bel exercice de communication. Aujourd'hui, le gouvernement de la CAQ doit faire face à la réalité en raison du travail des oppositions et des journalistes. Sur les tarifs, hier, est-ce que vous êtes soulagé? Est-ce qu'on l'a échappé belle hier soir? La situation du Québec, ce matin, n'est pas vraiment différente de celle d'hier. Elle n'est pas pire, elle n'est pas différente. Et dès le mois de novembre, nous avons été parmi les premiers à rappeler à tout le monde que ce sont des techniques de négociation bien connues de Donald Trump, qu'il les a appliquées dans son premier mandat, qu'il fallait garder la tête froide. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un moment où on crie victoire, c'est un moment pour continuer à garder la tête froide et garder le cap sur les intérêts du Québec. Nous, on regarde du côté de Mark Carney et du gouvernement fédéral. On a vu la réaction hier. On dit qu'il va y avoir une réponse mesurée. Attention, actuellement, donc les tarifs visent l'industrie automobile. C'est pas dans l'intérêt du Québec actuellement là, de faire croître la guerre commerciale et la guerre tarifaire. Donc, dans les intérêts du Québec, il faut s'assurer qu'on ne laisse pas Mark Carney instrumentaliser la situation à ses fins, parce qu'il a bien compris qu'actuellement, ça sert ses intérêts électoraux. Donc, donc, vous ne pourrez pas répliquer pour l'acier. J'ai dit que ça prend une réponse mesurée, et le rôle du premier ministre Legault, c'est de veiller aux intérêts du Québec. Je note qu'il était en Allemagne dans les derniers jours. C'est bien. Nous, on a dit qu'il fallait que le premier ministre, que la ministre Fréchette travaille vraiment activement à la diversification des marchés. Mais on lui a aussi demandé une autre chose, de ne pas répéter ses erreurs de Paris et de Washington et d'affaiblir la position commerciale du Québec. Et qu'a-t-il fait en Allemagne? Il a encore une fois dit qu'il était prêt à faire des concessions sur l'aluminium. On ne commence pas des négociations avec Donald Trump en disant les concessions qu'on veut faire. Pourquoi va-t-il encore dans des tribunes internationales mettre l'aluminium sur la table? Parce qu'à Washington, vous vous souvenez, il a dit « Je suis prêt à faire des gros compromis sur l'aluminium, sur le bois et sur l'aéronautique. » Vous vous souvenez, c'est notre premier ministre là, qui, au lieu de jouer ses cartes comme ça, il dit « Tiens, je te montre mes cartes. » À Donald Trump. Pour pouvoir faire des contrats, avoir une prévisibilité avec Washington, c'est ça qu'il entend par compromis, c'est ce qu'il nous dit. Ce n'est pas le temps d'affaiblir la posture du Québec en matière de commerce international en annonçant des concessions qu'on est prêt à faire dans le cadre de négociations sur les conditions du libre-échange avec les États-Unis. Ce n'est pas la bonne stratégie. Comment on négocie avec quelqu'un, sachant que le contrat qu'on avait présenté avec les États-Unis, c'est lui qui l'a signé? Donc, dans 1 an, on signe une entente, mais il pourrait ramener des tarifs en faisant des prétextant d'autres crises, d'autres fentanyls, d'autres migrants, etc. Donc, à quoi ça sert finalement de négocier une entente? Nous, on dit la même chose depuis le tout début. Ce n'est pas une bonne idée de proposer la renégociation complète de l'accord
de l'ASEUM, de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Et encore une fois, c'est ce que notre premier ministre s'est précipité à demander lorsqu'il était à Washington. Voyez les contre-pouvoirs commencer à s'organiser aux États-Unis. Puis nous, on a dit, il faut faire attention. Aux États-Unis, il va y avoir des réactions parce que les tarifs vont heurter d'abord l'économie américaine. Ça commence à s'organiser. On voit les manufacturiers, on voit les exportateurs, les importateurs qui disent au président Trump, ça nous fait mal ce que vous faites. Hier, il y a eu un vote au Sénat. Peu importe ce que ça donnera dans l'avenir, c'est significatif de savoir que des sénateurs républicains ont voté avec des sénateurs démocrates pour dénoncer la politique tarifaire du président face au Canada. Donc, il faut laisser le temps à ces contre-pouvoirs de continuer à agir. Ce n'est pas le moment maintenant, alors que le président Trump est encore au fait de son pouvoir, de renégocier l'ensemble de l'accord de libre-échange. Mauvaise idée. Concernant le projet de loi sur l'intégrité du processus électoral, est-ce que vous étiez favorable à ce que les élections partielles soient à date fixe? Absolument. Il y a seulement une formation politique qui est contre, c'est le Parti libéral du Québec. J'ai entendu M. Tanguay tantôt dire qu'il allait prendre la question des libérés. Tout le monde est d'accord que ce ne soit plus le premier ministre qui décide de la date, mais le directeur général des élections qui a proposé il y a quelques années 2 dates dans l'année. Puis à partir du moment où il y a une démission, bien, ce serait une de ces 2 dates-là. Donc, il n'y aurait plus de suspense. Nous, on est toujours en faveur. On aimerait que le Parti libéral change de position là-dessus, puis on pourrait l'intégrer au projet de loi, qui est essentiellement des mesures qui font consensus au comité avec le DGEQ. Donc, il y a toutes sortes de mesures consensuelles pour améliorer le processus électoral, mais vous avez raison, il y a notamment cette mesure-là qui pourrait apparaître dans le projet de loi. Merci. Regarding Trump and his tariffs, how do you see this as an expert who worked so much on the international scene? What's the impact of having this U.S. president changing completely the rules of international trade on a province like Quebec? So, for Quebec, the situation hasn't changed much between this morning and yesterday. So we must keep a cool head. Our Premier Legault must be focusing on Quebec's interests, and Quebec's interests must be first advocated for within the Canadian Federation. And even more now than that, the new round of tariffs announced yesterday is aiming more at Ontario's economy than at Quebec's economy. So we must be careful that our response is respecting Quebec's interests. Globally, if your question is globally, worldwide, this is an unprecedented attack on the whole of the international trade structure that was built after World War II, the Bretton Woods agreements, the World Trade Organization has a number of rules, and what has been announced today is contrary to most of these rules. So the impact will be very, very important on how international trade is restructured given this posture by the U.S. government, by the Trump administration. You're like a long-time new M&A. How do you feel about the use that is more common of deep fakes, the bad use of intelligence, artificial intelligence, disinformation, and how do you see yourself like with this election coming up in 2026? Is Quebec ready for that? Are you able to tackle this as politicians? Like in two years, not even 2 years from now, like a year and a half from now? I would so much wish I could answer to your question. Yes, we are ready, but we don't know, and it doesn't seem to be a concern of this government. Once again, last week, I questioned Minister François Bernardel of Public Security, responsible for public security. What were the plans given the incoming municipal elections and the incoming Quebec election? And once again, because I said, look, we have the Hogg report. The Hogg report is crystal clear. Foreign interference is not only a matter concerning the federal government, it is already happening at the provincial level and at the municipal level. So I questioned Minister Bernardel, so what are you doing? And once again,
he didn't seem to care much, and he said, well, this is a matter for the federal government to deal with. We are in contact. That's not much. And honestly, we think that Quebec should assume its own responsibility to protect its own electoral system, municipal and in Quebec, to prevent, first of all, to prevent any attack by the deepfakes, by the cyber attacks, but any other kind of foreign interference. This is Quebec's responsibility, not only to, yes, collaborate with the federal authorities, but first and foremost, Quebec must take care of its own security. It's supposed to be in the content of the new bill coming up this morning about foreign intrusion. So it's supposed to be one of the major measure in this bill. Why is it a concern even for you who've been It is around if you use the image of someone, the voice of someone, and you have a robocall saying, I'm this candidate or this candidate, and it's not true, it's an interference in the electoral process. So even Pascal Bérubé, Sure. who's well known, is not protected against this. no one, even you, the system can imitate voice or look-alike speech that you can do. So it's a serious matter for us. And this is why last year we proposed a motion and CAC vote against the motion. So we do still think that it's a major concern for us. It's a new era, a new reality, and don't be naive about that. Yesterday, President Donald Trump held up the trade barrier report that Quebec and Bill 96 is in. So do you think Quebec dodged a bullet yesterday with Canada and Quebec not being included in this list of new tariffs? Well, first of all, we will always stand firm on assuming that our language laws are essential to our culture, to our future, and no one from within Canada or from elsewhere in the world will use our laws to achieve other goals here, trade, international trade goals. First of all, this is the bottom line. The report filed yesterday is not something that new. The report identifies 15 potential trade buyers that the Secretary of Commerce, the U.S. Secretary of Commerce, has heard of from businesses around the U.S. So the report yesterday was identifying this amongst 15 other measures that are potential to the U.S. potential trade barriers, which they are not. I mean, this exists in Europe. You have products with 15 languages on them, and companies around the world know that they have to make sure that instructions, for instance, are written in the proper language for the consumer to understand what they're using. So yesterday, Donald Trump didn't mention at all this as a concern. Merci.